Aujourd'hui, j'ai vraiment la chance d'accueillir deux speakers de très très grande qualité. Donc j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de recevoir donc Emmanuel Ploton d'Orange Bank. Bonjour Frédéric. Et Marie-Louise Julien, un de nos speakers préférés au niveau de la satisfaction client. Alors Marie-Louise, est-ce que tu peux nous parler de Lamarque ? Lamarque, c'est une association qui a été créée il y a maintenant 15 ans, association à but non lucratif, qui réunit un petit peu plus de 300 entreprises sur un sujet qui est finalement suivre cette intuition initiale qui était que derrière les réclamations de nos consommateurs se cachaient des opportunités d'amélioration. Et donc, parti à une dizaine il y a 15 ans, on a un peu plus de 300 et on laboure ce sujet depuis avec passion et enthousiasme. D'accord. Alors, Orange Bank, beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent. On a préparé un petit slide en régie pour avoir quelques chiffres clés. Alors, Emmanuel, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Là, il y a les chiffres qui s'affichent. Oui, donc Orange Bank, notre actualité, on vient de fêter les 3 ans. 3 ans de lancement, c'est la réunion d'un opérateur, Orange, avec le monde de la banque, avec l'ambition d'innover et de réinventer, gérer, faire la banque différemment, et notamment avec l'usage et l'accélérateur du digital, la simplicité, la proximité de l'offre. Donc on a un beau parcours depuis ces 3 ans, avec une actualité au-delà de l'anniversaire, de nouveaux services qui sont lancés. L'offre premium pour une montée en gamme associée à plus de conseils et d'accompagnement, et également plein d'autres choses qui vont arriver en termes de gestion de services et de produits. Notre autre actualité des plus géographiques, c'est un lancement en Europe et aussi un déploiement un peu plus important sur les pays d'Afrique. Donc la banque, c'est pas que la France, c'est international de plus en plus et avec plein de nouveautés pour servir nos clients plus simplement. D'accord. Alors justement, lorsqu'on parle de sortir un nouveau produit, sortir un service innovant, comment faire en sorte que l'expérience client soit maximale, justement, bien avant la sortie du produit, et faire en sorte que quand le produit arrive, les gens se disent « Waouh, il est bien fait ce produit ». Alors, c'est une chance, effectivement, dans la préparation du lancement d'Orange Bank, de démarrer de zéro. On démarre de zéro. Donc, ce qui a été important pour nous, c'est, dans un premier temps, de regarder ce que fait la concurrence. Ce que fait la concurrence en termes des choses positives, en termes de choses qui doivent être améliorées, et puis surtout prendre en considération les attentes des consommateurs, des clients aujourd'hui. Entre lancer une banque il y a 10 ans ou 20 ans et la lancer aujourd'hui, je pense que tout le monde comprendra que les enjeux de digitalisation, je veux tout faire rapidement et à n'importe quel moment de la journée, je veux tout faire également en mobilité, tout ça sont des choses qui ont permis de construire Orange Bank avec ces nouvelles tendances du marché. La deuxième chose, c'est associer, bien entendu, co-construire avec les consommateurs. Alors, ça passe assez traditionnellement par des panels de clients, tester les produits, test and learn, je teste, j'avance, etc., jusqu'à une construction de plus en plus pointue et pour aboutir à un produit qui soit différenciant et propre à l'ADN et aux valeurs d'Orange Bank en termes de simplicité de compréhension. Et je terminerai, réussir un lancement avec une belle expérience client, c'est dès le départ embarquer l'ADN de l'expérience client et de la satisfaction. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par les équipes, tout de suite acculturer à ce qui doit être une bonne expérience client. Je l'illustrerai par notre choix qui a été de mixer les recrutements de conseillers experts chez nous. On n'a pas choisi de recruter que des banquiers, on n'a pas choisi de recruter que des commerciaux. On a choisi de mixer pour justement co-construire et profiter du partage de tout un chacun. Voilà. Donc ces 3 points, observer quelles sont les habitudes de consommation, les nouvelles, co-construire avec les clients et dès le départ insuffler la culture de l'expérience, d'une bonne expérience client au sein du service client. Donc ça, c'est le lancement, les labs, la concurrence, l'ADN, etc. Vous avez aussi une volonté d'amélioration continue, parce qu'on ne lance pas un produit et hop, c'est fini. Alors effectivement, une fois qu'on a fait ce gros chantier de lancement, qui a nécessité plusieurs trimestres, il s'agit de rentrer dans la phase d'exploitation du quotidien. Et après cette phase d'acculturation dont je vous ai parlé, c'est la mettre en pratique, la mettre en musique. La théorie, c'est bien, mais la mettre en pratique, c'est tout le challenge actuellement. Le dispositif d'écoute, il embarque des enquêtes qualité, bien entendu,
Alors, on les adresse soit par SMS ou par mail, suivant le public, en B2B ou en B2C. Et ensuite, nous rentrons cette donnée, cette voix du client dans une boucle de management, d'amélioration. Les managers prennent en charge la récolte des notes, satisfaction, la récolte des verbatims, et ensuite, dans un travail d'accompagnement et de coaching, s'adresse à chacun de leurs collaborateurs pour s'appuyer sur les points forts et puis travailler les axes d'amélioration. Voilà. Tout ça se fait à des niveaux conseillers experts, des niveaux d'équipe, de façon à avoir une vision transverse, une vision globale de la performance de chacun de nos clients. Voilà une des voies, mais je pense qu'on reparlera de ce qui peut être ce sujet plus en détail. Oui, tout à fait. Et je pense que, Marie-Louise, la réclamation doit être également conçue comme un moteur d'amélioration. On parle souvent du pépin et de la pépite. Quel beau slogan. Effectivement, pour nous, pour beaucoup d'entreprises, heureusement, et bien au-delà de la marque, la réclamation se doit d'être vue, perçue comme une opportunité. Effectivement, là, notre slogan, transformer le pépin en pépite, c'est cette idée qui pouvait paraître complètement folle. Il y a une quinzaine d'années, moi, je me souviens encore de verbatim, ce fameux verbatim qui est n'avez-vous vraiment rien d'autre à foutre que de vous occuper de ce qui merde dans nos entreprises. Et nous, notre conviction, c'était que oui, c'était probablement en se souciant justement de ces dysfonctionnements qui nous étaient remontés par ces consommateurs, donc ces réclamations qu'on n'osait à peine même nommer à l'époque, qu'on serait en capacité finalement de se différencier des autres et peut-être de se donner une chance de survivre et de faire pérenniser nos entreprises. Donc pour nous, en tout cas pour les entreprises, me semble-t-il, il faudrait qu'il y ait effectivement une attention particulière à la réclamation, puisque une réclamation, c'est rarement exprimé par plaisir. Moi, je crois qu'il y a un mot, c'est la quérulence, qui est dans le Larousse, on le retrouvera, je crois que c'est le plaisir malsain à réclamer par plaisir, mais je pense que ça doit concerner peut-être 0,01% des consommateurs. Aujourd'hui, quand un consommateur, quand un client, quand un usager, quand un citoyen, un assujetti, quel que soit le nom que vous lui donnez, un patient, réclame, c'est vraiment pas par plaisir. C'est vraiment parce qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'il pouvait attendre, que le temps qu'il va consacrer à l'expression de cette réclamation et certaines fois au suivi de cette réclamation est un investissement qu'il peut et qu'il doit voir et qu'on doit voir comme un investissement, comme une capacité pour l'entreprise, pour la marque, de resatisfaire ce client en vue de le refidéliser et évidemment de pouvoir doper ce cycle de performance. Ça, c'est le côté vraiment performance financière, on peut dire, et il y a plein de données, on pourra revenir dessus si vous le voulez, pour montrer en quoi vraiment la satisfaction est un moteur de performance financière. Mais après, comme le disait effectivement Emmanuel tout à l'heure, le fait d'écouter effectivement le client, c'est aussi un moyen de se questionner sur nos pratiques. Le client qui réclame, il nous dit ni plus ni moins là où se trouvent les trous dans les raquettes. Et donc de pouvoir fixer l'existant et puis dans certains cas d'aller jusqu'à l'innovation. Il y a un cas très connu, en tout cas qui est très en cours en ce moment et j'en suis très heureux pour eux. Mon ami Gaëtan, c'est le cas de Decathlon. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on en parle, mais Decathlon, c'est une histoire, c'est vraiment du storytelling, mais c'est la vie, la vraie, où on se retrouve avec une hôtesse d'accueil qui, chez Decat, est à mi-temps, et à la fois journaliste et en même temps hôtesse d'accueil chez Decat, et son job devient finalement ni plus ni moins que de réceptionner des produits dont les clients sportifs ne veulent plus. Et du coup, elle se retourne, et dans certains cas, comme le dit Gaëtan, il y a quelques années, on mettait un coup de cutter, et ça pouvait dans certains cas aller à la benne. Et cette jeune fille rédige un courrier au patron, donc à Baléa de Decat, en lui disant voilà, moi mon job quand je suis venu chez Decat, c'était pas pour ça. Je suis une passionnée de sport, etc. Et aujourd'hui, ma mission, mon projet m'amène à détruire le terrain de jeu qui est le nôtre, qui est la terre, puisque c'est comme ça que ça s'exprime. Et cette demande, j'ai envie de dire, cette supplique, mais qui n'est plus ni moins qu'une réclamation interne, mais une réclamation tout de même, remonte et va redescendre sur le bureau d'une personne qui en l'occurrence s'appelle Gaëtan, et qui se voit confier le fait d'investiguer un petit peu ce qui se passe sur ce sujet-là. Et rapidement, donc il met, comme il dit, sa chasuble bleue. Il a eu tout un parcours, notamment au magasin, direction de trucs, blablabla. Et il va réaliser, il va éprouver qu'effectivement, la vie dans le magasin n'est plus la même. Et qu'aujourd'hui, il y a ces retours qui sont à gérer. En même temps, il voit que Amazon a une politique de gestion des retours qui n'a rien à voir avec les grands standards aujourd'hui de la distribution. Et il va re-questionner tout ça. Et donc, finalement, de cet irritant collaborateur, de ces irritants clients, il va retravailler finalement ni plus ni moins, évidemment pas seul, avec l'ensemble de l'entreprise, comment faciliter justement cette expérience de retour qui fait partie intégrante quelque part maintenant de la valeur de Decat, qui est on vous simplifie les retours produits, donc notre confiance va sur du retour a priori. Le client peut en autonomie être recrédité de la somme
et les personnes qui s'occupaient de l'accueil font réellement de l'accueil ou réellement du conseil. Donc, la réclamation client, la réclamation collaborateur, quand elle est écoutée, faut-il l'écouter, faut-il l'entendre, et quand on se donne une chance de l'utiliser, donc on la traite, mais après on la manage, le management de l'insatisfaction client, on peut aller jusqu'à l'innovation. Voilà. Et après, on peut parler de transformation, qui est un autre sujet, mais clairement, la réclamation est une opportunité d'amélioration de produits et de services. Alors c'est vrai que, à moins que tu aies rajouté quelque chose. Alors, on parle de management, effectivement, à travers ces retours aux clients, ces verbatim, on doit manager cette matière. Alors il y en a de la source de la voix du client, des enquêtes de satisfaction, il y en a des collaborateurs, il y en a la partie réclamation, puisqu'on a effectivement un service, comme dans toute banque, un service réclamation. Et je pense que c'est cette convergence et cette organisation qui doit être trouvée dans les entreprises pour, de ces différents horizons, arriver à centraliser pour avoir une bonne idée des irritants en termes de qualification des irritants, mais également en termes de volume. Un irritant tout seul sur un client unique aura une force différente qu'un irritant sur des dizaines de clients. Tu as cité, Marie-Louis, la notion de financière. Évidemment, quand on arrive à chiffrer, et c'est ce qu'on fait dans cette démarche au sein d'Orange Bank, peut-être pour peser un peu plus fort sur le poids des décisions de développement ou de projet ici, quand on arrive à estimer, à chiffrer le poids, le coût juste de traitement interne, je ne parle même pas d'un coût en termes d'image et de fidélisation, le coût en interne, eh bien, on arrive plus facilement à porter et à embarquer l'ensemble des directions dans l'amélioration continue. Voilà. Je peux vous citer un exemple là-dessus. J'ai deux exemples, mais qui sont autour de la tarification. Par la remontée des conseillers, des réclamations, pour l'illustrer, également de la voix du client à travers les verbatim, on s'est aperçu qu'on avait un sujet autour de la tarification de nos services. Et cette convergence de faisceaux, pris en charge par notre service amélioration continue, centralisé, piloté, a abouti à chiffrer les choses. La règle de Pareto, ça concerne combien de cas, etc., à mettre un chiffre en face, voilà ce que ça coûte au sein de la banque aujourd'hui, et à engager les actions correctives, qui fait qu'aujourd'hui, on a corrigé le sujet, des clients satisfaits, en tout cas, ils ne nous contactent plus, et on est redevenu à une norme aujourd'hui, on applique ce qu'il faut, et une charge côté service client qui n'est plus là, une charge dont on se passe bien quand il s'agit simplement d'expliquer qu'on a fait quelque chose qui n'aurait pas eu lieu. Voilà, la seule posture qu'on a dans ces cas-là, c'est toutes nos excuses. Et bien entendu, je corrige. Et le pouvoir du conseiller expert, aujourd'hui, est aussi de pouvoir de lui-même prendre des actes de décision engageants, responsabilisants. On n'est pas obligé de remonter en cascade. On parlait de tout ce qui est instantanéité, engagement et responsabilité. On souhaite mettre plus de pouvoir décisionnel entre les mains du conseiller expert, parce qu'on sait que c'est bon pour la réponse immédiate au client. En tout cas, c'est une bonne chose, mais faut-il encore accepter la note et accepter la mauvaise note? Alors, on sait qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect culture client, le fait d'aller peut-être aussi sur le terrain. Alors ça, je pense que Marie-Louis, tu nous as parlé d'un cas en terre client qui est assez intéressant. Et puis mesurer. Alors peut-être tu parleras de cet aspect culture client. Et puis Emmanuel, je te laisserai revenir sur le dispositif d'écoute en fait derrière. Alors aller sur le terrain, c'est important. Ouais. Je pense que ce dont beaucoup d'entreprises souffrent, en tout cas, c'est ce qu'on entend, ou peut-être ce qu'on veut entendre aussi, je ne sais pas, mais c'est qu'il peut y avoir certaines fois une déconnexion qui peut s'opérer certaines fois entre ce que l'entreprise fait, ce qu'elle croit faire, et puis ce qui est vécu des deux parties, côté collaborateur terrain, et puis également certaines fois côté client. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux, effectivement, que Alors, il y a plein de choses. On a évoqué des feedbacks, les verbatim qui remontent, c'est juste génial. Mais le fait d'aller éprouver concrètement ce que peuvent vivre les collaborateurs sur le terrain, c'est juste magique. Et on l'évoquait tout à l'heure en aparté avec Emmanuel. Moi, ce qui me surprend, et ce que je dis, des DG, j'en ai pas tous les jours au téléphone. Mais ce que je constate depuis 1 an, c'est que à chaque contact avec un membre d'un COMEX, avec un dirigeant général, dans la conversation, assez rapidement, c'est devenu aujourd'hui, alors que c'était à l'inverse il y a 10 ans, c'était aujourd'hui, on sait que les chiffres, on sait que la réalité qu'on nous remonte n'est pas réellement celle du terrain. Et aujourd'hui, il y a
me semble-t-il, en tout cas dans bon nombre de comités de direction et de COMEX, ce qui peut me surprendre aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, où ce sont eux qui, quelque part, semblent être plus sensibles que d'autres étages peut-être de l'entreprise, si je puis me parler ainsi, pour savoir réellement ce qui se produit. Et un exemple qui peut être, non pas une synthèse, mais qui reprend sur ce que tu disais, Emmanuel, sur justement la nécessité d'aller sur le terrain, la nécessité de donner de la délégation, de la vision, on parlera même de subsidiarité, c'est clairement ce sur quoi tend le modèle de Decathlon, toujours dans l'univers bancaire d'ailleurs, où le DG de la Banque Populaire, à l'époque Atlantique, Olivier de Marignan, à l'occasion d'un dîner en ville, se fait alpaguer par un client qui lui explique que c'est un futur ex-client. Forcément, Olivier, qui a pris depuis quelques semaines la direction générale de cette caisse, de cette banque, est pour le moins intéressé du pourquoi son PNB va fondre devant lui dans quelques instants, et il questionne. Et en fait, cette personne qui s'est présentée à lui une fois de plus dans un dîner en ville, tout ce qu'il y a de plus courtois, lui explique que le matin même en agence, pour un litige, un motif de quelques euros, la personne au guichetier a fini la conversation en lui disant, voilà, rassurez-vous, vous allez recevoir plus ou moins le montant de la somme qui portait sur quelques euros. Je crois qu'on est sur une somme entre 0 et 10 euros. 0 et 10 euros. Et rassurez-vous, ça devrait être fait, il faut juste que je demande la validation derrière. Et la personne lui dit, bah voilà, si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, profitez bien de mon dos, c'est la dernière fois que vous le verrez. Et du coup, Olivier, le lendemain, réuni à l'occasion d'une réunion sans comité de direction, il dit, voilà, typiquement, ce genre de situation, j'en veux plus. Et 3 mois après, et là je parle d'un temps qui date d'il y a maintenant 5-6 ans, ils mettent en place une délégation accordée à tous les membres de la banque susceptibles d'être en contact avec des clients, pour que dans une enveloppe de 50 euros, à chaque insatisfaction qui est remontée, la personne au guichet soit en capacité de dégainer 50 euros sans demande de validation, quoi que ce soit. Et on évoquait tout à l'heure le côté pilotage, ROI, combien ça coûte, combien ça rapporte. Ce qu'ils ont constaté très rapidement, c'est que 80% des contacts d'insatisfaction qui étaient générés sur ces montants ont trouvé une réponse au premier contact. Ouais, pas de dégénération au niveau des Voilà. des Donc litiges, du coup, j'ai pas besoin de me retourner, j'ai pas besoin de miner le collaborateur, mais le moral de mes collaborateurs en leur disant on vous identifie comme incapable de pouvoir gérer l'argent, parce que clairement c'est quand même un motif. Et c'est d'ailleurs ce dont on se rend compte, parce que c'est le cas de la Banque Populaire, mais c'est ce que nous disait Accor il y a une quinzaine d'années. Je me rappelle à l'époque chez Pullman, on était sur une délégation de 200 euros sur chaque contact, etc. Et Chantal à l'époque, qui était la patronne IMI pour la relation client, avait poussé le sujet, et le truc a finalement été mis en place. Et la seule crainte qu'elle avait, c'était que ces sommes ne soient pas utilisées. Et c'est le seul écueil qu'il y a eu, c'est qu'il a fallu effectivement pousser les équipes pour qu'elles aient le même confiance en elles et qu'elles dégainent ces 200 euros quand c'était utile. Et là, pour moi, on est vraiment dans la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on redonne du sens au job. C'est-à-dire que les collaborateurs sont autonomes. On leur fait confiance, ils le sentent, ils l'éprouvent. Et même en face, vous avez un client qui lui aussi éprouve que le collaborateur, l'entreprise lui fait confiance, et que donc lui-même, en tant que client, a raison de faire confiance à son collaborateur, puisque... Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif là-dedans. Et puis, voilà, dans la banque, où on aime négocier, c'est le sens du job, me semble-t-il, d'être commercial, il y a aussi, voilà, ce plaisir retrouvé peut-être de pouvoir revenir dans des négociations. On n'est pas sur du marchandage, on est sur de la négociation, on s'ajuste. Et je trouve que voilà, c'était cette illustration qui est à la fois du terrain. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Moi, en tant que DG, j'ai besoin de le savoir. J'ai besoin de m'en imprégner pour savoir réellement ce qui se passe afin de prendre les bonnes décisions, me semble-t-il. Et alors, ce qui est certain, c'est que on a tous l'envie, mais sur le terrain, c'est parfois plus difficile à mettre en musique, entre la volonté de la direction qui affiche de grands enjeux sur l'amélioration de l'expérience client, les équipes d'amélioration continue qui sont mobilisées, les conseillers qui aimeraient que ça bouge, les conseillers experts qui aimeraient que ça bouge beaucoup plus vite, et puis on a la vision client. Et je pense qu'il faut quand même reconnaître, c'est difficile d'assembler ces quatre visions sur absolument un même boulevard. Et ne nous arrêtons pas effectivement au simple indicateur chiffré qui aujourd'hui drive la totalité des directions à travers le NPS ou l'ASAT client. Je pense que ça a du sens d'avoir des indicateurs bien connus aujourd'hui établis sur le marché, puisque tout le monde, de A à Z dans la banque, de haut en bas et de droite à gauche, se reconnaît et sait que c'est un indicateur à suivre. Je pense que c'est un des rares KPI qui fait l'unanimité au sein d'une banque. Tout le monde veut faire de la qualité. Voilà. Le mettre en musique, c'est plus compliqué. Et
à adopter des actions qui soient réellement visibles pour le client. Je vois beaucoup de mobilisation chez nous et il faut vraiment avancer pas à pas, step by step. D'accord. Alors là, on a vu que c'est faisable lorsqu'on va sur le terrain, lorsqu'on est en face à face avec le client, mais c'est pas toujours facile de détecter cette insatisfaction, ou en tout cas le ventre mou. Justement, chez Orange, qu'est-ce que vous avez mis en place comme dispositif pour aller récupérer ce feedback client et améliorer le parcours client? Parce que, par exemple, le parcours d'entrée, je crois que chez Orange Bank, vous l'avez refait 3, 4, 5, 6, 7 fois? Oui. Alors, c'est le propre d'un lancement. On se teste, on se dit... Dans mon introduction, ça a été de se dire, de vous dire qu'on avait imaginé un parcours d'entrée en relation, c'est comme ça qu'on l'appelle pour ouvrir un compte bancaire. Et puis, alors il y a soit les expériences clients, les retours clients qui nous indiquent qu'à telle étape, l'étape 2 ou l'étape 3, on a un nombre important de clients qui passent ou qui ne passent pas. Donc on part d'indicateurs chiffrés, on part aussi d'indicateurs qui sont remontés par nos collaborateurs qui accompagnent ces clients qui sont en difficulté sur le parcours. Donc tout ça, on a cette matière qu'on travaille. Et on a aussi en matière bancaire des évolutions réglementaires ou des autorités de tutelle qui nous demandent de faire évoluer nos parcours. On est souvent sur des évolutions qui visent à défendre le consommateur, j'entends sécuriser l'ouverture de compte. Proposer un compte bancaire, des moyens de paiement ou un crédit, c'est engageant pour les deux parties, la banque et le consommateur. Donc le protéger. Et également, ça a été important pour nous dans nos valeurs d'avoir de la simplicité. Donc on a toujours et on cherche encore à simplifier le parcours pour non pas avoir un obstacle, mais véritablement le tapis rouge. Tout ça nous a amené effectivement à être une version 3. Il y en a certainement une 4e en préparation, je ne vous la dévoilerai pas. Mais tout ça nous amène à refondre régulièrement pour simplifier, être conforme, renforcer la sécurité et faire en sorte que tout se passe mieux pour l'ensemble des parties prenantes autour du sujet. Donc, si j'ai bien noté, il y avait donc forcément les KPI, le suivi avec les conseillers et les clients. Il y a les enquêtes web, mais il y a également les enquêtes de satisfaction. Alors, quel dispositif vous avez mis en place pour détecter cette insatisfaction un peu cachée, un petit peu plus difficile à obtenir? Alors, je vous ai parlé des enquêtes qui partent après, je vais redévelopper, qui partent après chaque interaction, chaque interaction, par SMS ou par mail. Elles sont agrégées dans effectivement l'outil Locan. Et nous nous concentrons aujourd'hui sur... Alors, on est très satisfait quand il y a des très bonnes notes. Et on s'en sert à valoriser nos collaborateurs ou afficher ça sur nos écrans de télé. Regardez cette verbatim de ce client et il a vraiment été subjugué par notre accompagnement. C'est formidable. Bon, on est là pour parler des réclamations et le service client est là pour traiter les insatisfactions qui sont quand même la majorité des cas. On s'attache aujourd'hui aux clients qui nous donnent entre 0 et 3 en termes de notes à les recontacter. Alors, automatiquement, un client qui nous a donné une note pas très bonne, ça arrive dans l'espace du manager et du collaborateur. Et il y a un premier travail entre le manager et le conseiller pour comprendre la note et comprendre ce qui s'est passé. Idéalement, avec cet échange, après cet échange, le conseiller doit être en mesure de repartir à l'assaut de ce client, au sens, c'est bon, j'ai une autre vision, une proposition à lui faire et je vais lui montrer qu'il est important pour nous, qu'on a écouté sa mauvaise note et je le recontacte pour trouver une solution. Voilà. Dans les situations qui seraient trop complexes, ça peut être le manager qui mouille la chemise et va de lui-même recontacter le client. Ouais. Voilà. Et on avance pas à pas dans un esprit de bien comprendre ce que le client a voulu écrire en termes de verbatim, d'avoir cet échange voix, et également de coaching du collaborateur pour que la prochaine fois, il soit confortablement en posture de faire mieux et d'être mieux outillé. Je crois d'ailleurs que ça fait partie de votre programme Ambition 2020, l'amélioration continue. Comment vous mettez ça en place? Quels sont un petit peu les mécanismes et la structure de ce plan qui est assez structurant quand même, qui va engager les managers, les collaborateurs? Oui, c'est un vrai plan d'entreprise. Ambition 2020 et autres. L'ambition, en tout cas sur l'année 2020, au sein de la direction de la relation client, nous avons renforcé les équipes autour de l'amélioration continue par des nouvelles venues, des visions arrivant du groupe Orange notamment. Voilà, on mixe tous les profils. Et ce qu'on souhaite, c'est acculturer
et essaimer le plus possible, le plus profondément. Donc ça se traduit par un appel au volontariat auprès de conseillers pour voilà notre programme d'amélioration, qui souhaitent être embarqués dans des groupes de travail, qui souhaitent être embarqués dans un cursus de démarrage d'un cursus de formation diplômante. Ouais, l'expérience client. Yellow Belt, etc., avec tous les degrés. Et à côté des conseillers, on a aussi les managers, les cadres, qui doivent montrer l'exemple, hein, comme tout le monde, et qui, pour ceux volontaires, on les a identifiés pour qu'ils soient eux aussi à un degré un peu différent, mais qui soient la force opérationnelle qui va porter la voie de l'amélioration continue partout, en tout lieu, dans le run de l'opérationnel, mais également à travers des temps réservés de travail sur une problématique ou autre. D'accord, donc c'est un petit peu ce que fait la marque. Vous proposez des formations à la réclamation, entre autres. Pour vous, c'est important. Est-ce que vous avez eu des retours de feedback entre avant, après, et surtout de clients qui vous disent « Waouh, ça a changé au niveau de la sensation qu'ont les clients du service qui est délivré » ? Alors, je suis un très mauvais commercial. Donc, je ne serai pas là pour vendre les formations. Ce qu'on constate effectivement souvent à l'issue d'entreprises qui s'approprient le sujet, qui mettent en place des méthodes, mais je pense que ce soit les méthodes à marque ou d'autres, je pense, et du moins c'est ce que j'espère, c'est qu'au-delà des notes, dans ce qu'on peut évaluer, c'est que souvent on arrive à résoudre la situation en moins de contacts. C'est-à-dire que là où certaines fois vous aviez une série d'allers-retours, nous le but en tout cas c'est de permettre aux entreprises de pouvoir, dans la mesure du possible, régler au premier contact. First Call Resolution, on a entendu beaucoup parler. Oui. Taux de contact, réitération, ça c'est des sujets qu'on travaille. C'est un gaspillage phénoménal. Ouais. Alors, ça passe par plein d'améliorations, dont on parlait de l'espace de responsabilisation plus important du conseiller ou de délégation plus importante. Plus il a accès à des outils, plus il a accès à un pouvoir de décision ou d'action, et plus rapidement, effectivement, la bonne réponse sera apportée au client. La réitération est un mal des centres de relations clients. C'est un vrai combat. Un vrai combat, et je peux déjà annoncer que c'est en 2021 des combats d'Orange Bank, entre autres. Alors là, on se focus beaucoup sur la réclamation, le client mécontent, mais c'est aussi important d'aller féliciter les équipes quand il y a quelque chose qui se passe bien, parce que le service client, souvent le problème justement, c'est qu'on voit que la partie négative. Est-ce que tu aurais un exemple justement à nous donner de fait que c'est important de motiver les équipes sur la partie positive? Ça tombe bien, Frédéric, car oui, j'ai une pratique à te partager. Non, moi, j'ai une pratique que je partage à chaque fois, donc désolé une fois de plus pour ceux qui l'auraient entendu. C'est cette pratique qui est mise en place chez ADO, le groupe ADO, et en l'occurrence la marque Cabane, qui est dans l'économie d'énergie. Et eux, la pratique, je trouve juste magique, qu'ils ont mise en place, c'est que lorsqu'ils ont notamment un 10 sur leur fameuse mesure, ils appuient sur un petit bouton et qui fait résonner une musique festive dans l'ensemble des entrepôts de ce groupe. Alors ça, c'était vrai il y a 3 ans, je ne sais pas si cette musique court encore, mais en tout cas, ce que je trouve vraiment beau dans le symbole, c'est le fait de revenir vers l'ensemble des clients, des collaborateurs, dans justement ce souci de revenir vers eux également quand ça fonctionne bien, parce que oui, dans l'écrasante majorité du temps, ça se passe bien, et c'est de ne pas être avec un fouet dans du dolorisme, mais de remercier, de féliciter, et de faire la démonstration que oui, normalement, ça se passe très bien. Mais dans cette petite musique, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ça se passe très bien, c'est aussi un moyen de rappeler, et pas d'une manière lancinante ou manipulatrice, c'est de dire, notamment la personne qui sera en train d'être conditionnée, une chaudière qui partira dans le sud-ouest, que ce qu'elle fait à ce moment précis a de la valeur justement dans la relation et dans la satisfaction du client. Et du coup, c'est de faire prendre conscience et de remercier tout le monde que si un client est content à l'autre bout de la France ou du quartier par rapport à notre produit, c'est que tout le monde a joué sa partition à la juste mesure. Et c'est la phrase qui est très connue et très ancienne, qui est de dire, à l'époque on parlait de satisfaction client, on parle d'expérience client, mais qui est de dire une satisfaction ou une expérience réussie, c'est pas une somme, c'est un produit. C'est un produit de choses. Et si vous avez effectivement 100 fois 100 fois 100 fois 0, ça met votre produit à 0 et du coup, ça a tout cassé. Ouais. Donc, en fait, tout le monde a un rôle à jouer, c'est ça. C'est, comme tu l'as dit, tout le monde joue un rôle. À un moment donné, il y a quelqu'un qui fait juste son travail, au lieu de penser au client,
ça peut remettre à plat toute l'expérience client. Oui, ou de penser à la suite de la tâche qui va être prise en charge par un autre collègue ou un autre service. J'aime bien cet exemple de l'addition versus la somme. Oui, c'est sur 10 étapes, il suffit qu'on se loupe un petit peu sur une demi-étape et la somme, au final, sera pas 10, ça sera proche de 0. Ouais. Tu as un confrère, justement, chez Orange. Alors, sur Orange Télécom, c'est Frédéric Leberman, avec qui on échangeait il y a peu de temps, et qui faisait le parallèle également entre l'expérience client, finalement, et du passage de relais en 4x400. 4x100. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3 sprinters, tout marche super bien, c'est les premiers sur la course, et le dernier passage de relais foire, pouf, vous avez tout perdu. On est bien c'est dans les détails. Oui, tu as raison, on est bien dans un collectif, et je crois que la grande différence par rapport à lorsqu'on a débuté nos récentes expériences professionnelles, tout un chacun, c'est d'arriver à embarquer l'ensemble de l'entreprise sur cette sensibilité client. Alors, il y a tout un tas de dispositifs web, avis des clients qui mettent en lumière et amènent cette sensibilité à l'intérieur de l'entreprise. L'enjeu aujourd'hui, c'est bien que chacun se sente concerné, de la fonction proche du client à celle juste concomitante et celle qui paraît très très éloignée dans les fonctions support. Voilà. Et aujourd'hui, une entreprise qui drive une partie de ses indicateurs en affichant haut et fort le NPS, c'est ma volonté. Alors, je vais citer le groupe Orange, mais je pense que toute entreprise aujourd'hui a son indicateur de satisfaction, qu'il l'appelle A ou B. Le porter du comité de direction et le répéter régulièrement, voire l'embarquer dans des objectifs d'incentive ou d'intéressement, c'est là où on fait bouger la somme des gens et non pas l'addition service par service. Ouais. Donc cette partie de diffusion de la culture client, c'est quelque chose qui est important pour vous, pour repenser le parcours client et faire en sorte que tout le monde soit dans cette démarche d'amélioration continue. Je crois qu'on peut citer un de nos clients, Ikera, qui met en place un mur des verbatim avec les remontées des clients. Je crois que tu nous avais parlé aussi d'IDTGV avec un mur des verbatim. Est-ce que vous auriez à la marque des bonnes pratiques justement à remonter sur cette partie, voilà, je veux faire de l'amélioration continue, moi, simple collaborateur, je peux remonter de l'information à tout le monde pour améliorer bien sûr le parcours client et l'expérience client. Alors sur les processus de remontée, ça me viendra peut-être en parlant, mais en tout cas sur les bonnes pratiques, alors je ne sais pas si elles sont extraordinaires, mais en tout cas des retours qu'on en a, elles peuvent être assez efficaces. Alors il y a eu la fameuse chaise, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chaise qui est devenue une chaise rouge dans certaines compagnies, etc. Nous, la bande son qu'on a pu avoir, c'est qu'à un moment, la petite chaise... Elle a été prise en photo dans plein d'endroits, ce qui était assez éloquent. Elle a été prise, sans jeu de mots pour éloquent, elle a été prise en photo dans les toilettes, elle a été prise en photo dans les garages, à côté du truc poubelle, ce qui pouvait en dire long un petit peu sur la réelle, non pas pertinence, mais prise de conscience du message qu'on essayait de faire passer. Donc au-delà de la chaise vide, qui peut aussi être perçue comme celui qui n'est pas là, même si, une fois de plus, à la base, c'est bienvenu, mais c'est peut-être simplement d'écouter le client, parce que le client nous parle et une fois de plus, il ne rentre en communication avec nous, pas que pour réclamer, et je crois qu'on est clair là-dessus, mais c'est d'écouter cette voix du client. Et cette voix du client, elle peut s'exprimer de plein de manières différentes, ou elle peut être audible de plein de manières différentes. Ça peut être, c'est le cas, je crois, d'EDF, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il n'y a pas si longtemps que ça, vous aviez la possibilité, dans l'entreprise, de demander de faire une double écoute. Très facilement. Vous aviez un endroit, vous vous inscriviez, vous demandiez la permission, la possibilité de faire de la double écoute en live, boum, d'une conversation et vous écoutez. Et ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote qui nous avait été remontée par André-Yves Portneuf, qu'on apprécie beaucoup à la marque et qui nous avait dit qu'à l'occasion de je ne sais plus quel événement aux États-Unis, il y a quelques temps maintenant, les États-Unis, une grosse partie s'est retrouvée quasiment dans le noir. Et du coup, le centre d'appel de cette boîte d'énergie a été fortement sollicité. Et du coup, toutes les ressources disponibles de l'entreprise, de la DG à des fonctions support, front office, mais qui ne sont pas forcément en contact client téléphonique, ont été mises sur les plateformes. Et en fait, ce qui est hyper intéressant à observer, et c'est ce que nous disait Pierre-Yves, dont la spécialité est vraiment l'innovation, notamment l'innovation entre guillemets, participative, c'était de dire qu'il n'y a jamais eu autant d'innovations dans cette entreprise qui ont germé dans les 3 mois qui ont suivi cet événement. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec plein de marketeurs qui, de fait, ont en partie les destinées de l'entreprise dans sa pensée, dans sa révolution, dans sa projection, et qui bien souvent parlent du client sans les voir de manière régulière, pour être clair,
et qui là, du coup, se sont retrouvés avec des vrais clients en face. Et quels sont les besoins? Et ils ont creusé. Vous avez des qualiticiens, vous avez toute cette entreprise s'est retrouvée un peu, malgré elle, finalement, en contact avec ce péril client dont on parle, mais que, bon, s'il est un peu long, caché ce client que je ne saurais voir. Mais finalement, derrière, il y a plein d'innovations. Et ça, je pense que il y a effectivement là quelque chose à creuser, qui est de provoquer cette rencontre interclient, voyage interclient qui a été mis en place chez un opérateur, mais je vais arrêter de parler de lui parce que sinon on va croire que je suis là en service commandé, mais qui a été mis en place, et dont le nom peut prêter à sourire, mais qui est aussi un moyen peut-être humble de dire, bah voilà, peut-être qu'on a besoin aussi de revenir sur le terrain, et du coup on l'organise, on l'assume, et on l'organise, et on le facilite, et on fait prendre conscience, parce que nous-mêmes on a pris conscience, et je pense que tout ce qui est, ce qu'on disait tout à l'heure, se reconnecter avec le terrain, mais qui est ni plus ni moins que se reconnecter avec la vraie vie, la réalité, et ben c'est cool. C'est cool, et je pense qu'on est dans une période qui, paradoxalement, parce que c'est peut-être là où on bouge le moins, mais moi, ma conviction, et on a pu l'exprimer et l'écrire, donc on ne dira pas, il dit ouais, facile, dit ça maintenant, mais non, on l'a écrit il y a un peu plus de 6 mois, dès le début du Covid, on s'est dit la relation client a clairement un challenge, un défi, et si elle joue bien sa partition, c'est pas cynique, hein, c'est de se dire, malgré le Covid, celles qui auront joué de manière cohérente, en sincérité par rapport aux clients, par rapport au public, qui ont été très clairement fragilisés, on en parlait tout à l'heure, et le chapitre n'est pas prêt de se fermer, on se rend compte que ces entreprises aujourd'hui, elles, de fait, en tout cas dans la relation avec leurs clients, elles sont probablement beaucoup mieux sorties. Oui, parce qu'on se souviendra mieux d'une marque avec qui on aurait eu un moment fort lorsqu'on n'est pas très bien, qu'une marque où tout va bien et qui finalement on vous dit voilà, tout va bien. On a un exemple, alors, rien n'était prévu depuis tout à l'heure de ce qu'on dit, et c'est très bien ainsi, mais par exemple, on a mené en début d'année une étude avec notamment Sens du client, Init et Salon Stratégie Client, comme ça j'ai donné les 4 partenaires que tu as ou que tu vas citer, mais qui est de dire, on a fait une étude en début d'année, donc c'était en janvier, alors on n'a pas une parole performative, et en plus on n'a pas ce don de science de savoir que le Covid allait nous tomber sur la gueule comme il est tombé. Il se trouve qu'on a fait une étude, on a eu auprès des acteurs de la relation client, il y avait une question, et qui était, pour vous, donc, en tant qu'acteur de la relation client, quelle est l'entreprise la plus inspirante en termes d'expérience client? Et on avait, sur les 2 premières marches du podium, on avait Amazon, très clairement devant, et on avait Maïf qui était en seconde position. Et ces éléments devaient être présentés au salon stratégie client qui, comme on le sait, a été décalé. Et du coup, on a passé quelques petits coups de fil et je demandais à Nadine d'Init si elle était d'accord pour faire une 2e vague auprès de ce même public à l'issue du confinement. Et donc au mois de juin. Donc on n'était pas juste derrière, mais quelques semaines après. Et ce qu'on évoque, se traduit en chiffres. C'est-à-dire que Maïf, qui était certes sur la 2e marche du podium, mais qui était un petit peu, qui était en retrait de manière assez significative quand même par rapport à Amazon. Oui, parce qu'opérationnellement, Amazon est très très fort. Amazon, c'est la star, c'est une Rolls-Royce. En termes d'efficacité, je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus terrible. Il y a d'autres questions derrière Amazon, c'est peut-être pas le sujet, mais ce qu'on a constaté, c'est que ce qui était remonté de la profession, et on a plus de 660 répondants sur l'étude, c'est qu'ils ont placé Amazon en première position, et je pense qu'on se rappelle tous du fait que son directeur général, Pascal Desmurger, a pris la décision de reverser 100 millions d'euros, qui était ce qu'il identifiait comme la possibilité de faire de l'argent sur le dos de la crise, parce que le nombre d'accidents allait baisser, donc il y avait des primes plus ou moins indues, donc ils ont reversé ces sommes auprès de leurs sociétaires. Pardon. Oui, parce que je ne sais pas qui j'ai dit, mais Maïf, auprès des sociétaires, et en leur donnant aussi la possibilité, si ils le souhaitaient, de reverser cette somme auprès de l'OPHP et d'autres associations caritatives. En parallèle, ils ont pris soin de leurs collaborateurs, de leurs équipes. Ils n'ont pas demandé de bénéficier du chômage partiel. Donc voilà, il y avait une cohérence par rapport aux valeurs exprimées et qu'on peut ressentir quand on est sociétaire ou quand on est dans l'univers de la relation client. Et du coup, on s'est retrouvé avec un Maïf qui était devant. Et ce qui est amusant, c'est que Decathlon, qui était au pied du podium, ce qui pour un sportif est effectivement un peu la loose, et Decathlon, qui pendant cette même période a réalisé, proposé des choses. Le masque, il y a plein de trucs faits chez Decat. On vous accompagne dans le soin, prenez soin de vous, parce qu'ils anticipaient le fait que la perte de sport, la santé, etc., le psychique.
Decathlon est passé en 3e position. Donc, je pense que très clairement, la relation client, et on en vient là pour dire que le fait de réécouter le client, de se concentrer sur le client, c'est quelque chose de bankable. Et pourquoi la période encore maintenant s'y prête, c'est que je pense qu'à une époque où tous les budgets vont être effectivement révisés, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment la réclamation, et je veux pas être monomaniaque et le François Pignon que de la réclamation, même si je me dois tout de même de l'assumer, c'est de se dire la réclamation, c'est un sujet qui, pour moi, a 3 valeurs qui sont vraiment d'actualité. Un, c'est la notion de sobriété. Je crois qu'on ne fait pas plus sobre que la réclamation, et qu'en même temps, c'est une valeur qu'on se doit d'exprimer en ces temps vraiment durs, tant pour les marques que pour notre société. Il y a aussi cette notion de proximité, parce que la réclamation, c'est d'accepter le contact et l'échange. Et en même temps, il y a cette question de sincérité, qui est d'authenticité, qui est d'accepter finalement ce que nous dit l'autre, donc une question d'humilité. Et donc je pense que les acteurs de la relation client, notamment dans ce que tu disais, qui est de remettre tout le monde un peu dans le sens de la marche sur un projet fédérateur, ont réellement quelque chose à jouer en ce moment. Et je donne l'avis, rendez-vous, et je suis sûr que ça va marcher. Alors, on va se faire les questions-réponses dans 2 secondes. Je voulais juste faire un dernier point. Donc, sur la mesure de la satisfaction, identifier ces points noirs dans le parcours client. Vous utilisez donc NPS et CSAT. NPS pour la recommandation et CSAT pour la satisfaction. Oui. C'est l'enquête Oui. SMS qui est envoyée ou email. Tout à fait. D'accord. Et le NPS, c'est plutôt au niveau global pour se benchmarker entre les différentes entités du groupe Oui, Orange, etc. alors c'est un choix stratégique pour Orange de partir sur cet indicateur pour l'ensemble de ses activités. Et puis, faut être clair aussi, c'est une façon de dire mon voisin, il fait combien Voilà, et on suit avec attention les notes satisfaction, les notes NPS au sein du monde bancaire. Alors du coup, vous m'amenez sur ce sujet, je vais en profiter. On est très fiers d'avoir fait une belle performance sur le NPS pour, au bout de 3 ans, aller rejoindre des acteurs qui, dans la banque à distance ou la banque digitale, sont bien en avance en termes de profondeur d'historique. Et donc, sur notre clientèle classique, on a un NPS de 30. Sur la clientèle dite premium, sur laquelle on a une offre à plus forte valeur, on affiche 45. Ah oui, 45, c'est... Voilà, merci pour la belle réaction. On est très fiers et c'est un beau travail d'équipe au sein de toute la banque. Ok. Alors Chantal va nous sélectionner quelques questions. Je pense qu'il y en a de nombreuses. Oui. Alors, Chloé pour Emmanuel. Les enquêtes par SMS fonctionnent-elles mieux que les enquêtes par mail en B2C? Alors, en termes de taux de retour et informations récoltées, par rapport à votre expérience, quand privilégier l'une ou l'autre? Oui, alors, difficile de les mettre sur le même stade. Une enquête par mail ou SMS, tout le monde comprendra aisément qu'une enquête par SMS a une profondeur de questions et d'espace qui est extrêmement limitée. Donc, alors, on va avoir juste après un atelier avec... Donc justement, Jérémy Lebris qui nous parlera dans détail des enquêtes par SMS, mais je te laisse continuer. Ok, alors peut-être qu'il révélera de nouvelles possibilités techniques. Il donnera quelques petites astuces entre le SMS, le SES ping-pong, l'email. Ouais. Ils ont tenté les 3 et ils ont des chiffres très intéressants. Alors suivez l'épisode suivant. Ne manquez pas le prochain épisode. Donc de mon expérience, voilà, peut-être que techniquement il y a des solutions. Le SMS, je l'utiliserai sur des contacts à chaud. Voilà, juste après une interaction. Alors on couvre toute la planète, téléphone, chat, etc. L'enquête par mail a une profondeur, on en fait aussi une possibilité de questions bien plus importante. Donc là, on peut plus facilement identifier, aller chercher des sous-sujets, creuser beaucoup plus profondément. Et donc la matière est plus riche. Donc le mail pour des choses très très qualitatives, le SMS en one-shot pour des éléments très, très quanti, chiffrés. Voilà comment on le pratique aujourd'hui, mais je serai attentif aux évolutions technologiques. Je pense qu'il y a un potentiel, vous m'avez mis l'eau à la bouche, il y a un potentiel technique sur le SMS qui est plus adapté à nos usages de mobilité. On va plus facilement répondre. Et donc je serai très attentif à ce qu'on peut faire pour voilà, exploiter plus amplement le caractère facile du SMS. Voilà. Alors, une question pour Marie-Louis de la part de Laurent T. Qu'aurait pensé Winston Churchill des KPI de l'insatisfaction client? Et plus sérieusement, une marque doit-elle communiquer sur les volumes de réclamations qu'elle génère et sur ceux qu'elle a pu solutionner de manière favorable?
Joker? Non, surtout pas de Joker, mais je pense que beaucoup de choses est dit dans la question et sa formulation. La fameuse phrase de « je ne crois que dans les chiffres que j'ai falsifiés moi-même ». C'est la question que doivent se poser nos différentes marques dans le management de la relation et de l'insatisfaction client notamment. Moi, j'ai un rapport à la note qui est peut-être trop prudent, peut-être. On a vu ou cru voir, non, clairement, on a vu beaucoup trop de conneries quand même pour aujourd'hui se taire. Ça fait quelques années où on crie méfiance sur ce qui est devenu l'usage de la note, ou autrefois, moi, note, c'était voilà, de savoir où on en était pour pouvoir agir derrière. Or, aujourd'hui, les notes sont devenues des instruments marketing, pour faire simple et mal dans mon propos. Et là-dessus, limite, je vous envoie un super MOOC que vous pouvez trouver. Il se trouve que par hasard, on l'a posté aujourd'hui sur le LinkedIn de la marque, et c'est pas moi qui cause, c'est Christophe Bénavant qui est ma référence sur le sujet. Il avait astucieusement appelé ça le KPI du cockpit au fétiche, et qui pour moi est assez évocateur. C'est-à-dire que de fait, le KPI initialement, c'est se mettre en capacité, à travers un certain nombre d'instruments, de pouvoir piloter. Or, aujourd'hui, comme on le dit, moi, comme je le disais, le KPI est devenu presque une finalité, notamment à des fins marketing. Il faut avoir une bonne note, il faut avoir ça pour avoir une prime. Et du coup, quand on sait que c'est indexé sur la prime, on se rend compte on manœuvre assez rapidement qu'on concourt. Donc, c'est très bien même que la question soit posée maintenant, et il y a peut-être un lien de cause à effet d'ailleurs, mais dans les enseignements, et notamment les clés que donne Christophe, c'est de dire un très bon indicateur, on ne communique pas dessus. Si vous communiquez sur un indicateur, vous le tuez. Et c'est ce qu'il dit, un indicateur ne fait pas que mesurer, il agit. L'indicateur, il a quelque chose de performatif, c'est-à-dire que le client, le sondé, va également réagir en fonction de la note sur laquelle vous allez communiquer. Cas pratique, je rentre, et je ne vais pas être plus long, je rentre dans un établissement, si je vois que la note est de 8, par exemple, je me dis, le bon référencement est à 8. Si je ne suis pas content, j'irai probablement mettre 6 pour que cette note soit chutée. Et donc, allez voir ce MOOC, vous gagnerez. Je le recommande, ouais. Je l'ai vu hier, il a été publié hier. Je le recommande, c'est une vision différente, mais qui met en lumière qu'il ne faut pas s'arrêter aux chiffres. Il faut bien aller creuser d'autres choses. Très intéressant. Ouais. Mais là-dessus, mea culpa, on a été les premiers à dire, indexer sur la satisfaction, ça sera une bonne chose, vous motiverez tout le monde. Et on s'est rendu compte que les effets de bord étaient tels que... Alors, il y a un effet balancier. Voilà. Aujourd'hui, on est peut-être trop allé sur le simple pilotage du KPI. Il en faut, c'est obligatoire. Hein. Ça embarque toute l'entreprise derrière. Mais il faut le pondérer par... Il ne faut pas que ça devienne le KPI sanction, quoi, on va dire. Exactement. Alors, on va peut-être laisser Chantal poser une autre question. Avec Trépring derrière son micro. Alors, Roland qui constate, donc Orange Bank semble analyser la satisfaction client de manière très fine au niveau de chaque conseiller. Comment préparez-vous vos équipes en amont pour que ces évaluations ne soient pas perçues comme un contrôle, une menace? Tu la sens à pression? Alors, naturellement, on a la chance dans le milieu bancaire d'avoir une démarche de contrôle ou d'analyse qui a débuté il y a plus de 15 ans. Je parlais des enregistrements des conversations. À l'époque, on était uniquement sur la voix. Et donc, on a l'habitude d'avoir la matière analysée et une démarche de coaching ou d'accompagnement des collaborateurs. Qu'est-ce que les sondages ont changé? En fait, pas grand-chose. C'est-à-dire que à l'écoute des enregistrements de conversations, on a rajouté la voix en direct des clients. Donc, je ne sens pas que ce soit perçu comme une sanction ou un contrôle. C'est un outil complémentaire qu'on a embarqué dans notre process d'amélioration continue. En espérant avoir répondu. Alors, Gwen, on a beaucoup parlé de l'empowerment des collaborateurs, qui est un facteur de motivation et de mise en valeur du sens de la mission. Comment accompagner les managers qui perdent du pouvoir? Comment évolue leur rôle d'après vous? Très bonne question. Marie-Louis? Salut Gwen d'ailleurs. Non mais oui, bonjour Gwen, je ne vous connais pas, mais bonjour Gwen. Peut-être Gwen Rio? Peut-être. Oui, voilà. Non, j'ai pas de réponse qui me semble être suffisamment pertinente pour être partagée comme ça, mais
je reviendrai au sens, moi. C'est-à-dire que finalement, on va revenir, j'imagine, au sens de la mission des collaborateurs qui sont en contact avec le client. Si on vient sur cette notion d'empowerment, de subsidiarité, donc c'est de revenir au pourquoi. Moi, alors, je sais que ce mot sens est très utilisé. On parle même de faire sens, qui pour moi est une absurdité. Moi, les choses ont du sens ou n'en ont pas d'ailleurs. Mais c'est de revenir au sens des choses. Et pourquoi on fait ça? Et je pense que si on revient au pourquoi on fait ça, côté collaborateur, évidemment, au niveau des encadrants et des managers, c'est de leur dire pourquoi maintenant vous allez être amené à faire ça. Mais c'est clair que si du jour au lendemain, on laisse entendre aux encadrants, si jamais on les a positionnés que comme des petits chefs, justement, qui sont là juste pour voir des notes, des bonnes notes et mettre des coups de fouet à tel ou tel moment, ça marche pas. Ça marchera plus. Je vais te faire un peu de publicité, puisqu'en fait, chez Locan, on a interviewé Michel Boyer, qui est une de tes formatrices. Justement, elle nous a fait une petite vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Elle nous a fait un petit focus sur la formation des managers à la relation client, à l'expérience client et à la réclamation. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, vous tapez Locan et vous recherchez Michel Boyer. Et elle a un petit extrait dans ces 20 minutes, de 3-4 minutes, sur justement cette gestion des managers au niveau de la réclamation. Là, tu n'as pas fait de la pub pour la marque, tu as fait de la pub pour ton blog, c'est différent. Donc moi, je vais faire de la pub pour la marque. Le 27 novembre, la semaine prochaine, vous avez une convention qui est ouverte à tous sur la notion de la culture client. Et on parlera notamment de cette notion de subsidiarité. Donc, chère Gwen, que je ne crois pas connaître, vous y trouverez d'autres informations provenant notamment de Toyota et de la Compagnie des Alpes. Voilà. Donc, amarc.asso et donc .fr. Et donc, on retrouvera dans l'agenda l'adresse de la convention. Voilà, puis l'application Orange Bank. On va prendre peut-être encore une petite question. Chantal, ça sera la dernière question, celle de Maxence qui demandait comment définir la culture client. Eh bien, on va lui dire d'assister à la convention à marque en ligne le 27 novembre. C'est gratuit, c'est offert, on n'a rien à vous vendre et voilà. Et donc, on va peut-être prendre celle de Karine. Vous avez peu abordé les clients mécontents sur les réseaux sociaux. Ils peuvent pourtant avoir un impact important sur une marque. Qu'en est-il chez Orange Bank de cette écoute sur les réseaux sociaux ? Quelles sont les préconisations de la marque pour gérer les râleurs du web? Alors, on va se partager la réponse, Marie-Louis. Alors oui, bien entendu, on a parlé des canaux un peu traditionnels, mais les réseaux sociaux ont été embarqués dès le départ dans l'histoire d'Orange Bank. Ils font l'objet d'un traitement par une équipe spéciale. Répondre, interagir avec des clients sur du chat ou du téléphone, c'est un petit peu différent que sur les réseaux sociaux. Il y a des codes et des langages différents. Il y a cette notion de buzz qui peut faire très très mal ou très très bien et sur lequel on a donc des délais d'intervention et de réponse qui sont de 30 minutes pour très rapidement aller en réponse. Côté banque, on a l'handicap que les informations sont confidentielles, donc on passe assez rapidement en privé. Voilà pour ce qui est de ma partie. Mais du coup, moi, je vais essayer de raisonner, ou plutôt de partager le plus pratique possible sur la partie réseaux sociaux. Tout d'abord, je me souviens de ce que me disait à l'époque Sébastien Bordier d'IDTGV, Feu IDTGV. Il me disait, c'est assez étonnant, on va chercher de plus en plus d'informations chez les clients pour mieux les connaître, mieux les comprendre et mieux répondre. Et on est les premiers à ne pas être content quand on est alpagué par Twitter. Du coup, il avait cette réponse qui était assez surprenante et il me disait, oui, parce qu'en fait, quand un client réclame, finalement, tu as accès à tout son fil de discussion et tu peux savoir qui il est. Donc déjà, avant de répondre, peut-être, c'est de voir quel est le type de profil. Et vous avez, et je pense qu'on l'a tous plus ou moins vu, vous avez des profils qui n'existent que pour réclamer parce qu'on a des personnes qui ne veulent pas, mais du coup, c'est uniquement un usage. Et puis, vous avez d'autres profils où, effectivement, la personne peut réclamer une fois tous les 2 mois, mais c'est juste parce que c'est son mode d'expression. Et donc, ça permet de savoir un petit peu dans l'intention qu'est-ce qui est attendu. Puis après, moi, j'avoue que j'avais été séduit par Orange. Je ne sais pas si c'est fait côté encore Orange. En ce moment, on mettait le temps de réponse moyen sur la bannière de Twitter. Et ce qui était un moyen de dire aux clients, voilà, en gros, si vous n'avez pas votre réponse dans les 5 minutes, ça ne sert à rien de nous faire un heureux. On va revenir vers vous. Puis, il y a la RATP aussi qui mettait ses heures d'ouverture de community manager. Voilà, il y a plein de petites pratiques. On a un guide de bonnes pratiques qui est aussi mis à votre disposition. Afficher des plages de disponibilité plus importantes, etc. En tout cas, donner de l'information et de transparence. Mais après, voilà, je ne vais pas être plus long. Merci à tous les deux. Donc, merci pour cette intervention de très grande qualité. Comme d'habitude, je le dirais. Et nous, on se retrouve dans à peu près 6 minutes
pour le prochain atelier, donc à 15h. Et donc, ça sera 10 ans de relations clients dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Quels enjeux et quels défis à venir? Et pour cela, en fait, on va retrouver Mathieu Billiem qu'on a vu ce matin et on accueillera à distance Yolande Azout, responsable expérience consommateur dans l'activité eau en Bourgogne-Auvergne-Rhône-Alpes chez Veolia. Donc, on se retrouve dans 5 minutes pour un atelier donc spécialement dédié à l'eau et à l'énergie. Merci à tous et à tout de suite. Merci.